La CFDT, alors, juste une petite remarque. Je l'ai fait souvent, peut-être certains diront trop souvent, mais sur le statut et la différence entre ce qui s'est passé entre 2018 et 2020 et la discontinuité actuelle. Tout le sujet, c'est en droit, une société peut-elle être tenue responsable des engagements d'une société qui l'a précédée? Et il est indiscutable que, du point de vue du droit, l'EPIC Fret SNCF avait bien comme héritier la SA SNCF Fret. C'est indiscutable, c'était exactement les mêmes activités, exactement les mêmes actifs. Et donc, on ne peut pas comparer cela avec ce qu'essaye de construire la France. Voilà, on a compris les uns les autres les positions des uns des autres, qui est justement de pouvoir dire en droit que ça n'est pas la même entreprise. Voilà. Ce qui fait que une éventuelle condamnation sur les 5,3 milliards ne retombera pas sur le dos de l'entreprise qui arrivera parce qu'elle sera suffisamment différente pour qu'en droit européen, on considère que ça n'est pas la même entreprise. Alors qu'en droit, en 2020, la transformation en SA a fait que c'était la même entreprise. Et c'est justement pour ça que l'action publique a été ouverte. S'il y avait eu discontinuité, il n'y aurait sans doute pas cette action publique qu'on vit aujourd'hui. Donc la question, deux questions, une très précise. Vous avez évoqué le rapport sur les externalités positives. On a eu un aparté avec monsieur l'administrateur, ça doit être le rapport SECAFI, j'imagine, mais je voulais juste en avoir la confirmation. Et sur l'effet de souffle négatif, c'est un petit peu l'envers de la question que j'ai posée à monsieur Ledoc. Je lui posais une question sur l'envie de train. Je vais poser une question sur ce que vous entendez, vous, de la part de vos adhérents, sur la crainte des chargeurs vis-à-vis de cette solution de discontinuité, de ceux qui travaillent avec Fret SNCF et qui ont recours à ces flux, ces 23 flux complets avec des moyens dédiés et réguliers. Est-ce que c'est exactement ça, ces 23 flux? Qu'est-ce que vous entendez de cette inquiétude et en particulier dans quel secteur et sur quel flux? Ça nous intéresserait d'avoir ces réponses. Voilà. Si vous nous permettez, on voudrait réagir à votre propos sur la distinction juridique entre la situation de 2019 et celle actuelle. Notre propos était de souligner, comme d'autres interlocuteurs l'ont fait auprès de vous, le fait qu'il y avait des assurances qui avaient été données en 2019. Des assurances, moi j'étais administrateur à l'époque de la SNCF, il y a des assurances qui avaient été données devant le conseil de surveillance de la SNCF sur le fait que la solution qui était proposée, bien qu'elle ne corresponde pas à une discontinuité sur le plan juridique, donnait suffisamment de garanties du point de vue de la Commission pour qu'on arrête la procédure de sanction qui avait été engagée et les plaintes ayant été abandonnées par les opérateurs concurrents de Fret SNCF. Et donc, ce que nous disons aujourd'hui, nous ne contestons pas que le scénario de discontinuité qui est posé a des conséquences juridiques totalement différentes et donc peut-être plus protecteur du fait qu'on ne serait pas tributaire des actions des sociétés qui ont précédé, qui précéderaient celles qui seraient créées d'après ce scénario de discontinuité. Néanmoins, vous comprenez qu'il y a une défiance, et c'est ce que nous voulons relater devant cette commission, une défiance y compris des salariés par rapport à des garanties qui pourraient être données sur un scénario de discontinuité qui est un scénario sur lequel la France serait proactive. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a aucune assurance aujourd'hui formelle de la Commission européenne selon lesquelles ce scénario de discontinuité suffirait à la Commission européenne. Et en tout cas, du point de vue des salariés, si vous voulez, les engagements passés ont laissé des traces, indépendamment de la distinction de la situation juridique qui est celle que vous mentionnez. Et par ailleurs, je dirais que ce scénario de défiance, ce sentiment de défiance, il est accentué justement par la réalité de ce que veut dire un scénario de discontinuité, comme vous le soulignez, c'est-à-dire que n'étant pas tributaire de ce qu'était la société, l'EPIC SNCF Mobilité avant 2019, on ne pourra appliquer l'article de la loi devenu dans le Code des Transports, le L 2101-1-2, à savoir que toute filiale créée par le groupe public dans le périmètre existant au 31 décembre 2019 emporte un certain nombre de continuités de droits pour les salariés. Donc ce que vous dites, c'est que le scénario de discontinuité, dans la mesure où on n'est pas héritier de ce qui s'est passé auparavant, ne permettrait pas d'appliquer la continuité du cadre social tel qu'il a été prévu par la loi. Et donc ça accentuera ce sentiment de défiance. Et quand on parle de développement du fret ferroviaire, ou en tout cas du maintien des trafics, et ça fera la transition avec la réponse que va vous apporter Pascal Couturier, on ne le fera pas sans les salariés.
il faut se rendre compte que la transition écologique qui se base dans le domaine des transports, en partie sur du report modal, et pour le transport de marchandises, dans les prévisions, les projections du secrétariat à la planification écologique, c'est quand même 4 millions de tonnes de CO2 sur les 19 millions d'économies qu'on doit viser en 2030, le report modal. Ça suppose en fait que les salariés restent, voire qu'on en recrute. Or, aujourd'hui, on est sur un scénario qui risque de faire partir les salariés de cette activité du fret. Et je le dis parce que je pense que c'est particulièrement, effectivement, néfaste dans la situation qui est celle aujourd'hui de la SAS Fret. Mais ça s'ajoute finalement à une tendance qui est beaucoup plus lourde, c'est-à-dire qu'on a un déficit d'attractivité aujourd'hui des métiers du transport, notamment des métiers du transport public et aussi du transport collectif de voyageurs, et que là, s'agissant du fret, on est en train par cette démarche proactive de la France qui ne donne aucune assurance, de décourager finalement les salariés alors même qu'on a ce déficit d'attractivité. Comment voulez-vous, en fait, même s'il y a une envie de train, qu'on arrive à développer en fait le fret ferroviaire ou même à le maintenir, alors même que les salariés seront démotivés, démobilisés pour ce faire? Alors, Monsieur le Président, par rapport à... Oui, merci. Monsieur le Président, par rapport à votre question, plusieurs éléments de réponse. Déjà, premier point à souligner, on l'avait dit d'ailleurs au ministre, le gouvernement ne peut pas s'engager à la place des chargeurs. Moi, un chargeur, c'est industriel, il fait ses choix, il fait des choix économiques, il fait des choix financiers. Et ce qu'on sait par contre, c'est que dès l'instant où vous mettez en place ce genre de scénario, vous induisez un momentum où les chargeurs se réinterrogent. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des décisions qui étaient peut-être dans les cartons, qui se précipitent, des choses qui avancent. Voilà. Et c'est l'occasion en tout cas de dire, potentiellement je m'interrogeais à basculer sur un autre mode de transport. Voilà. La discontinuité, elle peut être accélératrice de décisions. Ça, c'est un constat. Autre constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, on a un tout petit peu, on commence à avoir une certaine vision sur un peu comment aujourd'hui ces 23 flux seraient reportés. On peut poser plusieurs constats là encore. Premier constat déjà, c'est qu'il y a certains chargeurs qui vont activer la clause de 6 mois. Pourquoi? Soit ils n'ont pas pris leur décision, ou soit aussi, ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'ils ne sont pas forcément mécontents du service, au contraire, qu'ils leur refaire par fret SNCF. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, et c'est quelque chose comme qui est constaté, il y a un engagement extrêmement fort des cheminots de fret SNCF en faveur du fret ferroviaire. Il y a une force des collectifs de travail qui est quand même indéniable. Et je pense que, je l'ai souligné tout à l'heure, pendant la crise sanitaire, la SNCF, d'une manière assez large, mais aussi côté fret, a fait la démonstration qu'elle est une entreprise extrêmement résiliente et qui, par essence, avait une valeur de service public qui était intrinsèquement dans tous les cheminots. Voilà. Et il y a ça aussi, je pense, que les chargeurs constatent. Ce qu'on voit aussi, c'est que certains flux aujourd'hui ont déjà été transférés, et on voit là aussi des attitudes très différentes des entreprises du secteur. Certains, entre guillemets, sont peut-être un petit peu précipités pour aller reprendre les trafics, et d'autres sont beaucoup plus prudents, voire même très timorés. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils s'y sont déjà un peu frottés à ces trafics. Les trafics du combiné, ce n'est pas les trafics les plus simples à opérer. C'est des trains qui sont suivis, c'est des trains où il y a des exigences extrêmement fortes des clients. Et surtout, Fret SNCF a un atout, c'est le caractère mutualisé de ces activités qui lui donne des capacités en termes de réactivité d'entreprise que certaines entreprises concurrentes n'ont pas pour gérer les aléas de production. Donc vous comprenez qu'à travers ma réponse, on n'est pas là pour vous dire tel ou tel chargeur. D'ailleurs, on sait très bien qu'il y a des décisions qui se prennent qui ne sont même pas en France en réalité. Parce qu'on rappelle que de nombreux clients de fret, aujourd'hui, c'est des multinationales ou des entreprises dont les sièges sociaux ne sont pas forcément en France. Par contre, ce qu'on veut aussi souligner, c'est qu'en ce moment, on est dans un moment qui est compliqué pour les salariés. De par ce choix aussi, potentiellement, on a du mal à voir clair sur les choix des industriels, sur les choix des chargeurs, et en corollaire, les risques psychosociaux, l'impact sur les salariés est quand même exacerbé. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de pouvoir prévoir une gestion prévisionnelle de l'emploi, de voir un petit peu quel dispositif effectivement de mobilité, notamment interne, on pourrait mettre en place quand vous n'avez pas la vision sur les charges de travail que vous allez avoir opérées à partir du 1er janvier. Aujourd'hui, on est dans ce moment-là. Et ce moment-là, il accentue le caractère anxiogène de cette discontinuité. Et on vous développera peut-être comme, voilà, pour redire un petit peu aussi comment ça s'est passé à hauteur de salariés, avec des mois où on rappelle que tout ça, ça n'a été que finalement à l'état de rumeur. Voilà. Donc les gens en ont déjà quand même considérablement souffert avant qu'effectivement le sujet arrive. Et on voit qu'il y a eu une phase de stupéfaction, voilà, une phase d'étonnement, qui aujourd'hui laisse la place à une phase beaucoup plus de colère. Voilà, par rapport à une décision où au final, je vous l'ai dit tout à l'heure, le constat qu'on commence, en tout cas que nous on porte et que je pense qu'on commence à se rendre compte, c'est que tout ça, à la fin, ça va aboutir à quoi?
c'est moins de trains qui vont coûter plus cher dans un moment où l'argent public se fait rare. Enfin, pour finir, et je le disais tout à l'heure, voilà, je pense que ce qu'on doit aussi mesurer, c'est, je le citais tout à l'heure, c'est l'effet de souffle sur le secteur. C'est-à-dire, à un moment, on voit certaines entreprises qui, effectivement, on peut dire clairement, le vieil adage, le malheur des uns peut faire le bonheur des autres. Pour autant, certaines sont plus prudentes et se disent que finalement, ce qui se passe pour l'opérateur historique, il peut y avoir un phénomène de désimbrication qui est beaucoup plus important sur le secteur et qu'au final, on accélère une phase de report modal qui finalement est préjudiciable à l'intégralité du secteur. Mais ça, on pourrait y revenir, notamment quand vous regardez un petit peu l'écosystème aujourd'hui des entreprises ferroviaires, on voit que certaines ont trouvé finalement un point d'équilibre sur des marchés de niche, par exemple, sont sur une taille organique qu'elles n'ont pas forcément envie de voir se développer. Et en gros, il y a, on va dire, il y a une concurrence qui est là, mais qui se passe dans un cadre, quand même pas forcément dans un cadre de lutte au couteau, et avec des gens qui aussi voient quand même ce qui se passe pour fret en se disant finalement, moi, il pourrait y avoir aussi des impacts. En tout cas, s'il y a un risque de report modal, moi, j'en paierai aussi les conséquences. Merci. Là, c'est vous qui, de loin, avez dépassé le temps de parole des autres organisations syndicales. Donc, on s'en souvient. Juste une remarque pour M. Mariani. Il est évident qu'une remarque qu'on fait sur une notion de discontinuité en droit au regard du droit européen de la concurrence ne vaut pas sur une notion de discontinuité en droit quand on parle de droit du travail français ou de code des transports. Donc, juste une minute pour répondre aux questions du rapporteur. D'abord, pour vous dire, on pourra vous le mettre par écrit, a été créé à l'époque, en 2019, un groupe de travail des administrateurs à l'initiative du directoire du groupe public ferroviaire. Ces réunions n'ont pas donné lieu à des comptes rendus, mais j'ai sous les yeux les notes qui avaient été prises par les administrateurs, dont je faisais partie, et qui disaient que le dispositif avec l'unité d'affaires fret, avec un compte de dette séparé mais situé dans la SA Holding, avait été présenté à l'époque à la Commission européenne. Alors les trois possibilités rappelées par Monsieur Le Doc notamment avaient été explicitées sur ce que pouvait faire la Commission. Mais ce qui avait été dit à l'époque, c'est que ce dispositif a été présenté à la Commission européenne et n'a pas suscité d'observation. Par ailleurs, l'État pourra s'opposer aux décisions de la Commission. Et tout ça a été évidemment corroboré par une position de l'État, puisqu'on avait des rencontres à l'époque avec le ministre des Transports, qui était Jean-Baptiste Djebari, qui nous avait dit qu'évidemment le scénario de discontinuité n'était pas son scénario préféré et que l'État se positionnerait contre une décision de la Commission qui viendrait remettre en cause cette position actuellement exprimée de neutralité, en tout cas qui nous était relatée comme telle. Voilà, et pour exactement les signaux qui avaient été envoyés. Et effectivement, on n'a pas eu ensuite de situation intermédiaire où un scénario de discontinuité aurait été préparé avec nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est arrivé avec, finalement, ça sera la discontinuité. Donc voilà, en résumé. Et vous voyez que, de ce que disent nos collègues, pour répondre à votre deuxième question, que moi j'aimerais vous croire, et on aimerait tous vous croire, Monsieur le Président, sur le fait qu'il y a une assurance sur le fait que l'application d'une discontinuité sur le plan du droit européen ne fera pas obstacle aux dispositions de la loi Nouveau Pacte ferroviaire qui fait référence aux activités exercées au 31 décembre 2019 par le groupe public ferroviaire. Mais cette ambiguïté, elle existe tant et si bien que vous voyez bien les scénarios de continuité du cadre social qui sont présentés aujourd'hui à l'intérieur du groupe, notamment par la SAS Fret. Et donc sur la continuité du cadre social, en tout cas, c'est pas ce qui est projeté aux salariés à l'heure actuelle, en tout cas par les représentants de la société Fret. Juste pour préciser, il ne s'agissait pas de me croire ou de ne pas me croire, c'était simplement une remarque qui consistait à dire que deux droits différents n'emportaient pas des conséquences identiques. C'est simplement ça. Mais ça, c'est une règle de droit classique. Moi, je n'ai pas pris d'engagement. Je ne suis pas en situation de prendre des engagements sur quoi que ce soit, sur le sac à dos social des salariés de Fret SNCF. Ça se saurait. Merci, Monsieur le Président. Peut-être plusieurs éléments de réponse. Je vais faire peut-être un premier paquet autour des enjeux écologiques. Alors oui, effectivement, on parlait tout à l'heure de conviction. Je pense que le ferroviaire, aujourd'hui, l'urgence climatique joue clairement pour lui. Pourquoi ? Parce que le ferroviaire, il a des atouts indéniables. Alors le premier, il a été rappelé, c'est un enjeu aujourd'hui, il est faiblement, il émet peu de CO2, mais au-delà de ça, il y a des atouts qui vont rester, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, d'autres modes de transport sont en train de se transformer, il y a des nouvelles technologies qui se mettent en œuvre, voilà, l'hydrogène, l'électricité par exemple, mais au-delà de ça, le ferroviaire gardera des atouts indéniables, aussi d'un point de vue par exemple énergétique. C'est-à-dire la physique joue pour le ferroviaire, aujourd'hui le contact rail-roue sur un rail,
On a besoin de très peu d'énergie en fait pour déplacer un convoi ferroviaire par rapport à d'autres modes de transport. On gardera au-delà des débats sur le fret, par exemple, des enjeux aussi sur le mass transit pour faire de la décongestion des grandes villes. Enfin voilà, donc le ferroviaire, effectivement, dans ce momentum écologique, il a des atouts certains. Pour autant, aujourd'hui, si on veut